plus grand, parce que là, il y a des approches qui sont différentes, il y a quelque chose qui finalement, me semble-t-il, questionne en permanence la petite structure et la grande. Et c'est dans ce questionnement qu'on arrive à trouver précisément des opportunités. Moi, je vois, par exemple, on a notre application Air France Presse, qui est la presse digitale à bord. On a pu la faire parce qu'on a démarré ça avec une start-up, enfin une start-up qui était en phase up, on va dire. Et on a pu le faire parce que les approches étaient très différentes et que ça a permis à tout le monde de se bousculer. On se nourrit des différences. Pour moi, on se nourrit vraiment des différences, et ces différences, finalement, poussent à beaucoup mieux connaître les autres, parce qu'il faut comprendre ces différences, et à comprendre leurs dépendances, et à assumer cette interdépendance et à les gérer. Très bien. Je vois l'heure qui tourne. Martin me fait des signes en disant il faut arrêter. Merci pour vos témoignages. Vous montrez un engagement, vous montrez une fonction achat qui passe du management transactionnel de la relation avec des fournisseurs à autre chose, quelque chose qui est plus investi aux côtés de vos fournisseurs, plus diverse dans les gens avec qui vous travaillez, plus complet dans la valeur que vous allez chercher. C'est des discussions qu'on a déjà eues. On pense que les achats, c'est de plus en plus des managers des ressources externes. Alors c'est une proposition qui n'a pas encore fait écho, mais c'est cette notion. C'est-à-dire plus on sera les managers capables d'identifier et de leverager les ressources externes, de faire en sorte que ces ressources externes grandissent autant, voire plus vite que nous, qu'on pourra grandir. Et peut-être serez-vous les directeurs des ressources externes de demain, on ne sait jamais. Ça peut être une évolution, mais il va falloir changer ADRA, parce que l'association des directeurs des ressources externes, ça peut marcher, ça fera l'ADRE. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup à nos intervenants. Je vais passer la parole à Natacha Tréant, donc bon, je vais la présenter, mais en fait, je pense que 99% de la salle connaissent, je ne sais pas si ça s'accorde ou pas, Natacha Tréant. Donc, elle est maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes, c'est écrit là déjà, voilà. Elle est chercheure au CIRAG CNRS, qui lui donne quand même un ancrage très important dans le monde scientifique et dans la rigueur de ses exposés. Elle est expert achat pour l'APM, qui est une association de 7000 dirigeants d'entreprises, et elle est bien évidemment directrice du master DESMA, qui est classé numéro 1 des masters achats depuis un certain nombre d'années déjà. Voilà. Natacha, je te passe la parole. Merci Martin. Moi déjà je voulais remercier Martin de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Et Martin, je vais le présenter quand même, même si tout le monde le connaît, qui est directeur achat de Pierre et Vacances Center Park, qui est vice-président de l'ADRA. Puis j'ai le grand plaisir aussi que ce soit mon parrain de promotion. Donc merci Martin. Et doublement merci, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, voilà Natacha, tu as à l'occasion des 15 ans de l'ADRA, tu as 15 minutes pour présenter grosso modo la fonction achat à 15 ans. Super. Ça me fait penser au titre d'un film, Mission Impossible. J'aime les challenges, allez, je vais le relever. Donc ce que je vous propose, c'est on va décoller tout de suite, vous attachez vos ceintures, j'ai 15 minutes, 1 minute par année, quoi. On y va. Alors, quels sont les enjeux futurs pour les entreprises? Ça commence bien. Un seul enjeu pour l'avenir des entreprises, se réinventer. C'est très simple, pour toutes les entreprises, quels que soient les secteurs. On ne peut plus faire des copier-coller. Il y a une nécessité véritablement d'être dans une logique de créativité, d'être créatif. Pourquoi, vous allez me dire? Grosso modo, là, je m'intéresse beaucoup à des gens qui ont beaucoup travaillé sur la prospective, et j'aime beaucoup les travaux de Marc Alevi, qui est aussi un physicien, et qui nous parle de changement de paradigme économique, mais en particulier de la révolution noétique, qui vient du grec noos, qui veut dire connaissance. Et en fait, cette révolution noétique, on est passé d'une société de l'objet à une société de la connaissance et de l'information. Quelques points clés: plus de 3,8 milliards d'internautes en 2017, 5,5 milliards de recherches sur Google par jour et plus de 7 milliards d'abonnés au téléphone mobile. Petite question, on est combien sur Terre? 7 milliards à peu près. Grosso modo, il y a autant d'êtres humains que d'abonnés au téléphone mobile. Et je ne vous parle pas des projections. J'en ai trouvé aucune de fiable. C'est pour ça que j'en ai mis aucune. Il y a des trucs qui sont hallucinants sur les projections à l'avenir. On est passé d'une logique qui est une économie industrielle à une économie de l'immatériel.
C'est 2,3 trillions de gigabits de données qui sont créées par jour. Les données créées dans le monde, elles doublent tous les 2 ans, et c'est 75 milliards d'objets connectés en 2020. Et on est passé d'une logique d'un consommateur classique à un consommateur, et Sarah Etcheverry nous l'a bien dit chez Compass, hein, on est vraiment sur une logique où le consommateur est au cœur de son action. Et d'ici 2030, les classes moyennes, au niveau mondial, c'est 4,9 milliards de personnes dans le monde, c'est 3 fois plus qu'actuellement. Donc vous imaginez le potentiel de marché. Autre point sur cette révolution noétique, on est passé de logique de ressources qui étaient plutôt contraintes, enfin limitées, à des ressources contraintes. Contraintes, ça veut dire que de plus en plus, il va y avoir des vraies problématiques. Et on s'interroge aussi par rapport véritablement à des pénuries de matières premières. Ce qui veut dire qu'automatiquement, il va y avoir des problématiques aussi de concurrence à l'achat beaucoup plus violentes, mais aussi il va y avoir une législation qui va être beaucoup plus importante par rapport à des enjeux qui sont des enjeux sur le partage de l'eau, le partage de ressources naturelles. Et on est passé d'un monde compliqué à un monde complexe. Complexe pourquoi? Mais parce que grosso modo, notre environnement de tous les jours, c'est ça. C'est de l'imprévisibilité, c'est de l'incertitude, c'est de la volatilité. Et tout ça est connecté partout, en temps réel, tout le temps, à travers l'ensemble de la planète. Et comme vous avez grosso modo 7 milliards d'humains qui sont eux-mêmes connectés, et ben vous avez des effets multiplicateurs qui sont énormes. Donc la fonction achat, son rôle idéalement, ça devrait de contribuer à la transformation du business model des entreprises. Et ça devrait faire en sorte qu'elles puissent les accompagner dans cette transformation du business model. Ce serait ça notre rôle. Bah ouais, super, sauf que nous-mêmes, on est au cœur d'une mutation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne la transformation du business model des entreprises, mais nous-mêmes, on est complètement impactés. Alors pourquoi? Ben, on est nous-mêmes au cœur d'une mutation, parce que quand on regarde l'évolution de nos fonctions, les évolutions des missions de la fonction achat. Alors historiquement, je ne vous apprends rien, hein, les missions de la fonction achat, la première mission régalienne, c'est messieurs, mesdames, vous êtes là pour optimiser à un moment donné les structures de coûts, pour travailler sur la trésorerie. Et ce que nous ont toujours demandé historiquement les DG, c'était de dire il faut que vous contribuiez à l'EBITDA, à marge opérationnelle, on est d'accord, et puis il faut que vous contribuiez au cash flow, à la trésorerie. Ça, c'est la base. De plus en plus, on est devenu des risques managers. Et on nous dit il faut gérer à un moment donné des risques qui sont des risques de rupture de supply chain, des risques de propriété intellectuelle, de plus en plus des risques normatifs, législatifs, environnementaux. Et en fait, on nous demande ça pourquoi? Mais pour sécuriser l'entreprise. Et donc sécuriser le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis aussi sécuriser bien sûr les l'EBITDA. Et demain, ce qu'on nous demandera de plus en plus, bien évidemment, c'est la création de valeur. Et la création de valeur, c'est premièrement l'innovation, du technology scouting, mais pas que. C'est aussi de la valorisation extra-financière. Parce que ce que nous disait Karine, il y a aussi des actionnaires. Et de plus en plus, on ira du coup vers une contribution, on nous demandera de contribuer au chiffre d'affaires, de contribuer à une valorisation actionnariale, et je vous expliquerai comment ça va se passer, et puis aussi à la rentabilité des capitaux engagés. Alors, ça, c'est grosso modo, c'est d'où on vient et où est-ce qu'on va aller. Sauf que notre mutation, elle vient des bouleversements technologiques. Et pourquoi est-ce qu'en fait les technologies, elles reconfigurent les missions achats? Grosso modo, vous passez 20% à 50% de votre temps à collecter de la donnée et à faire de la recherche de données et d'informations. Ben, c'est très simple. Quand vous regardez les technologies, avec l'Internet des objets, avec de l'IoT, qui va vous permettre à un moment donné d'avoir de l'information aussi bien dans vos usines, chez vos fournisseurs, chez vos clients, dans vos transports, plus du web crawling, qui va vous permettre d'aller trouver de l'information sur des tendances de marché, etc. Vous agrégez tout ça. Vous avez en fait du big data interne et externe. À partir de ce big data, vous êtes capable en fait de mettre des outils de predictive analytics qui vont vous permettre de donner des grandes tendances et qui vont vous permettre d'avoir véritablement de la prédiction. Vous mettez un peu d'intelligence artificielle dessus. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites du machine learning. Et à partir de ça, vous faites quoi? Vous transformez de la data en information fiable et en action. Et l'action, c'est quoi? C'est les achats. Et si vous voulez maintenant fiabiliser votre achat, c'est-à-dire si vous voulez véritablement fiabiliser ensuite l'acte, que ce soit un transfert physique, avec des flux de matière, avec du transport, que ce soit un transfert à un moment donné qui soit un transfert de l'intangible, que ce soit un transfert documentaire, que ce soit des flux financiers. Vous voulez sécuriser ça? Il n'y a aucun problème. À nouveau, vous mettez un peu d'Internet des objets et vous mettez une autre technologie qui est du blockchain. Et ça va vous permettre véritablement de sécuriser une exécution contractuelle, de sécuriser des flux d'informations, mais aussi des flux physiques.
Et puis véritablement de sécuriser des flux financiers. Et en plus d'avoir une exactitude en termes de prévision de trésorerie. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà toutes ces technologies qui pour l'instant ne sont pas encore implémentées dans l'entreprise, mais on m'a dit à 15 ans, hein. Martin, le cahier des charges c'est à 15 ans, on est d'accord, hein. Mais c'est très simple, ça va vous faciliter énormément l'interface avec vos partenaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, si on prend nos missions de la fonction achat, le premier point, sur tout ce qui est performance économique, et grosso modo, la prévision sur les flux, les matières, les aspects financiers, ça, ce sera géré par toutes les technologies que je vous ai montrées avant. On aura une extraordinaire capacité à gérer la trésorerie et à mieux faire tourner l'argent. Et on aura aussi une très grande capacité à mieux gérer les coûts et les stocks. Et puis de l'autre côté, sur la gestion des risques, excusez-moi, sur la gestion des risques, les risques sont beaucoup plus sous contrôle, que ce soit des risques de supply chain, de non-conformité, des risques par rapport à des risques contractuels. Donc ça veut dire quoi? C'est très simple. Grosso modo, sur le bas du schéma, on ne sert plus à rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça y est, c'est la fin de la fonction achat? Martin m'a dit, lâche-toi, sois prospective. Je vous dis véritablement ce que j'en pense. Eh bien oui, je pense que oui, pour partie, ce sera la fin de la fonction achat. Mais que pour certaines catégories. Et je pense qu'il va y avoir une virtualisation et une désintermédiation de la fonction achat, mais que sur certaines catégories d'achat, qui seront en particulier des catégories que je vais appeler des commodities. D'accord? Si je reprends mon schéma, grosso modo, si je reprends une logique qui est un processus achat-approvisionnement, d'accord, ou sur lequel je vais intégrer des technologies. Je m'excuse de la simplicité par rapport à l'approche technologique. Hein. Grosso modo, vous êtes sur une démarche de faire du procurement strategy. Pour faire votre procurement strategy, vous avez besoin d'avoir de l'information, de la data, interne, externe. Clac, vous avez Internet des objets et puis vous avez du web crawling. Derrière ensuite, ça va vous permettre d'avoir votre big data, vous allez faire vos predictive analytics, vous allez avoir du machine learning. Normalement, ça devrait vous amener à être capable d'identifier les bonnes catégories et aller vers de la catégorie stratégie, donc aller vers la catégorie intelligence. Mais grosso modo, vous rajoutez là-dessus véritablement, alors, et lié aussi avec tout ce qui est source to contract, vous rajoutez là-dessus du cognitive computing, c'est-à-dire qui lui-même fait appel à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité d'avoir un système qui va pouvoir en fait résoudre des problèmes sans utilisation à un moment donné d'une interface humaine. Mais sur des approches, sur des catégories qui sont des commodities, ça peut tout à fait s'envisager. Et puis c'est pareil, ça va vous permettre de gérer aussi toute la dimension source to contract. Et une fois que le contract il est signé, et grosso modo c'est très simple, vous le déléguez auprès des clients internes. Et puis vous ne le déléguez pas avec des hommes et des femmes, vous le déléguez avec des chatbots. Et des chatbots, c'est quoi? C'est des systèmes qui vous permettent de maîtriser le langage naturel avec derrière du machine learning pour être plus pertinent auprès à un moment donné de l'ensemble des stakeholders internes. Et puis ensuite, c'est du grand classique, le procure to pay, vous mettez derrière du robotics process automation, un peu de blockchain derrière pour sécuriser un peu tout ça, et puis ensuite sur le supplier management, à nouveau du cognitive, tout ce qui est cognitive computing, plus du big data avec, vont vous permettre de faire des advanced analytics, avoir des systèmes d'alerte avancés, et puis pour sécuriser tout ça, vous mettez à nouveau un peu de blockchain et d'IoT. Et voilà, l'affaire est dans le sac, plus besoin d'acheteurs sur certaines catégories. Alors, qui c'est qui aujourd'hui maîtrise ça? J'ai beaucoup échangé avec pas mal d'entreprises, avec pas mal de gens qui sont sur ces modèles-là. Aujourd'hui, je suis désolée, je n'ai pas d'action chez eux, je ne veux pas faire de pub, mais les plus avancés, c'est ceux qui sont les plus avancés dans tout ce qui est cognitive procurement, c'est IBM Watson. Mais attention, hein, il y a aussi, bien évidemment, toute une partie, entre guillemets, de façade et de marketing. Parce que dans la réalité, il y a des entreprises qui ont testé ça et il y a toujours des interrogations quand même. Hein. Alors, je ne suis pas d'accord avec Detlef Schulz, qui est le patron des achats de Vodafone Procurement Company, et qui, lui, va beaucoup plus loin que moi, et il dit, moi, grosso modo, il n'y a plus besoin à un moment donné d'avoir de catégorie stratégie, puisque tout sera à un moment donné géré par du cognitive procurement. Non, je suis plus nuancée, je dis, attention, ce sera que sur certaines catégories. Mais donc, ça veut dire quoi? Et attention, l'autre point aussi, c'est la data. Hein. Le nerf de la guerre, ce sera la data. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on soit capable véritablement de réfléchir à des problèmes de gouvernance de data, à des problématiques de qualité permanente de la data et du management. Pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Grosso modo, c'est très simple. La seule façon à un moment donné, c'est de sortir par le haut. Et sortir par le haut, ça veut dire c'est créer de la valeur et c'est d'être au cœur de cette logique de création de valeur. Et pour ça, grosso modo, si on veut véritablement créer de la valeur, le premier point, c'est véritablement de contribuer à la réinvention du business model des entreprises. Quelles que soient les entreprises, quel que soit le secteur,
il y a un point clé où elles seront toutes confrontées à ça et où on peut vraiment avoir un rôle stratégique, où on peut prendre le leadership, c'est sur les enjeux de corporate social responsibility. Que vous en soyez convaincus ou pas, derrière les enjeux de corporate social responsibility, il y a des enjeux de valorisation extra-financière des entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise, je reprends l'exemple de Karine qui nous parlait de Legrand et de la satisfaction des actionnaires. Une entreprise comme Legrand, automatiquement, elle a une notation extra-financière. Quand vous regardez la notation extra-financière, plus d'un tiers est conditionné par des aspects de corporate social responsibility dont la fonction achat va directement influencer, sur lesquels la fonction achat va directement influencer. Donc, on a un gros enjeu par rapport à ça. Deuxième point, il faudra réinventer le SRM. Parce que les ruptures technologiques font qu'on aura de plus en plus des fournisseurs dominants. Et pour moi, le nerf de la guerre, ce ne sera pas de manager le fournisseur, ce sera de le motiver. Et ça fait depuis longtemps que j'ai créé un modèle pour aider les acheteurs à travailler sur la motivation fournisseur, en leur montrant tous les différents leviers sur la motivation fournisseur. Ce sera encore plus d'actualité demain. Et puis le deuxième point, c'est que de plus en plus, vous gérez des fournisseurs polymorphes. C'est quoi ? Mais en fonction des projets, en fonction des stades à un moment donné, de l'avancement, etc., mais ces fournisseurs, ce seront aussi vos concurrents. Marx nous parlait d'Apple. Le premier fournisseur d'Apple sur les microprocesseurs et les écrans, c'est Samsung. C'est aussi son premier concurrent. On est typiquement sur ces problématiques-là. Et puis ensuite, arrêtez de considérer vos fournisseurs comme des fournisseurs. Bah ouais. Je suis désolée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos fournisseurs, ça peut être des clients potentiels. Mais pour ça, il faut être complètement business-oriented. Et il faut changer son schéma. Quand je suis un acheteur et je vais chez un fournisseur, je ne vais pas simplement chez lui pour aller acheter quelque chose. Je vais aussi chez lui avec des possibilités de reverse business. Le plus évident, pour qu'on comprenne les choses, vous êtes acheteur chez Suez, vous achetez des camions chez Volvo Trucks. Vous êtes le premier à bien comprendre le processus de production, l'entreprise, comment ça se passe, etc. Parce que vous travaillez avec Volvo Trucks. Mais du coup, vous êtes le premier à envisager les possibilités de business pour des solutions qui peuvent être des solutions à un moment donné de traitement des déchets, de recyclage. Vous êtes le plus à l'écoute et capable d'envisager les possibilités de business pour votre propre entreprise. Donc ça veut dire que l'acheteur, plus il sera business oriented, plus il pourra aussi proposer des possibilités de business pour son entreprise. Et puis le deuxième point, c'est aussi, au-delà du reverse business, c'est la possibilité de créer des nouveaux business ensemble sur des nouveaux marchés parce qu'on sera dans une réinvention des business models. Et ça nous amène vers quelque chose qui pour moi est clé. Ça nous ramène aussi vers une réinvention des modes de rémunération des fournisseurs. Et je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'autre point pour la réinvention du SRM, c'est de dire jusqu'à présent, on fait des plateaux projets avec des logiques de co-développement, de co-design, c'est super. Mais demain, grosso modo, ce ne sera pas suffisant. C'est très simple. Vous avez grosso modo plus de la moitié de la planète, plus de la moitié des cerveaux de la planète qui sont connectés. L'équivalent de toute la planète qui est connectée sur mobile. Ça veut dire que vous avez des cerveaux à proximité qui peuvent tout à fait résoudre une problématique que vous avez. Donc demain, l'Open Innovation, il va falloir sérieusement travailler dessus. Et l'Open Innovation, ce n'est pas que mettre des challenges sur Internet, il y a aussi plein d'autres solutions qui sont des hackathons, etc. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et puis enfin, arrêtez d'acheter. Vous allez dire, elle est folle. Si, il va falloir à un moment donné aussi réinventer l'acte d'achat. On n'est pas là que pour acheter. Ce qui veut dire que, je reprends à nouveau ce que nous disait Karine de chez Legrand, elle nous disait, mais en fait, on est une entreprise très globale, mais on a aussi un ancrage très local. Et oui, et c'est très simple. Quand je vous dis arrêtez de réfléchir simplement en termes d'achat, en termes de sourcing global, etc., de plus en plus, il faudra que la fonction achat, vous soyez intégrés dans des dynamiques d'écologie industrielle et territoriale. Ça veut dire qu'en fait, il faudra réfléchir au niveau des territoires sur les possibilités de partage, d'échange et de mutualisation pour des logiques écologiques et économiques. L'exemple le plus évident, c'est les smart grids, en termes tout simplement de partage par rapport à l'énergie. Ça, c'est ce qui est le plus facile à envisager. Mais il y a plein de choses qui sont ouvertes par rapport à ça. Et puis c'est pareil, arrêtons d'acheter, on peut tout à fait aller vers des logiques qui sont de l'économie collaborative interentreprise. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien être sur une logique où, je dis n'importe quoi, vous avez des bancs de tests qui ne sont pas utilisés à 100%, ben vous les mettez sur une plateforme et une autre entreprise va pouvoir saturer vos capacités de production. Puis en échange
ben, vous utiliserez à un moment donné, j'en sais rien, une prestation qui sera proposée par une autre entreprise. C'est un peu comme du Airbnb au niveau personnel, sauf que là, on le fait au niveau entreprise. Je soutiens les petits jeunes que j'aime bien, c'est France Barter, d'accord, voilà, ils ne sont pas du tout issus de mon université, mais ça fait du bien de soutenir des jeunes qui ont des super idées. D'accord. Et ça, là, vous impactez sur quoi? Sur la rentabilité des capitaux engagés de votre entreprise. Et vous impactez sur la rotation des actifs de votre entreprise. Pas que sur les bidas. Alors, quelle organisation pour favoriser demain le haut là, du triangle, c'est-à-dire l'innovation, en particulier la résilience, l'agilité? Eh bien, les organisations, c'est une organisation neuronale. Et oui, pourquoi? Mais parce que, grosso modo, si on est une organisation neuronale en interne, un neurone, c'est 10 000 synapses, plus de 10 000 connexions. Si on est tout le temps, perpétuellement connecté, plus on sera connecté, plus on créera de l'intelligence. Plus on sera connecté en interne, plus on pourra à un moment donné avancer. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers une logique où il va falloir favoriser des organisations ultra connectées pour qu'elles soient ultra agiles et ultra résilientes. Donc grosso modo, plus vous favoriserez une connectivité des données, des savoirs, des compétences, plus vous favoriserez une intelligence collective au sein de votre entreprise, plus vous serez à un moment donné pertinent par rapport à ces problématiques. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas, parce que vous n'êtes pas seulement dans votre entreprise, vous êtes dans un écosystème. Donc du coup, c'est très simple, ça c'est votre entreprise, et puis il va falloir qu'elle soit complètement à un moment donné elle-même connectée avec l'ensemble des autres cerveaux. Et là, véritablement, vous allez commencer à créer de la vraie intelligence collective. Et là, ça va commencer véritablement à aller vers de l'agilité. Donc l'idée, c'est aller vers une intelligence collective globale. Et là, véritablement, vous aurez une organisation apprenante, une organisation qui sera innovante, une organisation qui sera agile. Et l'acheteur, ce sera quoi? Mais pour moi, l'acheteur, ce sera un community manager. Vous serez en fait un animateur de réseau. Réseau interne, réseau externe, réseau entre réseaux. En fait, on est sur une logique où il va falloir avoir cette approche neuronale avec nos synapses qui nous permettent de la connectivité. On sera à un moment donné un community manager. On animera des communautés. Et quand on anime des communautés et qu'on n'a aucune autorité hiérarchique, ni en interne, ni en externe, il y a une seule compétence qu'il va falloir développer. C'est le leadership. Le leadership, la définition, c'est la capacité à influencer sans autorité hiérarchique. Vous n'avez aucune autorité hiérarchique, ni sur vos fournisseurs, ni sur vos clients internes, ni sur personne. Donc, développez le leadership. Je récapitule. C'est bon? Au niveau du timing? Ah bon? Ah merde. Alors, je vais très vite. Je récapitule. Grosso modo, les principales idées.